Au niveau des équipes, ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus de médias se renforcent avec des SEO en interne, mais ont besoin aussi d'accompagnement parce que la connaissance qu'on peut avoir, l'expertise aussi par rapport à la thématique, sur laquelle il peut avoir des besoins aussi, est nécessaire. Et ça montre en fait qu'aujourd'hui, non seulement le SEO il est plus mis de côté, mais il est prépondérant et qu'aujourd'hui, à la fois les directions marketing, technique, même direction générale, comprennent en fait l'enjeu du référencement et l'impact que peut avoir des recommandations, un accompagnement aussi, et surtout de maintenir et de développer un trafic issu des moteurs. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir pour inaugurer cette année 2024 David Schwalberg. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le cofondateur de l'agence Yuka, une agence spécialisée dans le SEO pour les médias. Exactement. On a créé du coup l'agence Yuka avec Guilhem fin 2011. Ouais, l'autre cofondateur qu'on salue d'ailleurs. Exactement, ouais. Et c'est une agence du coup qui accompagne notamment des médias, donc des médias TV, radio, presse, sur les problématiques d'acquisition d'audience et principalement le référencement naturel. Et quand on parle de référencement naturel, on parle évidemment notamment de Google. De Google, ouais, qui est en fait quasiment le seul en France. On va en parler un petit peu, mais c'est vrai que on fait même plus attention, mais le SEO en France, c'est Google, quoi. C'est 91% de part de marché en France, donc effectivement, il y a Google et les autres. Exactement. Et on en parlera peut-être un petit peu des autres. Donc, on va parler aujourd'hui beaucoup de SEO. On sait que c'est un sujet important, mais aussi parce que ça a été quand même un peu sur toutes les lèvres en 2023 avec l'avènement de ChatGPT notamment, en tout cas de l'IA générative, des femmes le risque de voir arriver les SGE, les Search Generative Experience, donc c'est voir les moteurs de recherche se transformer, en tout cas transformer la manière dont ils présentent les résultats avec potentiellement des impacts qui pourraient être catastrophiques, sans faire un peu dans le sensationnalisme, pardon. Mais donc on va parler un petit peu de tout ça, mais d'abord racontons, donc tu nous dis 2011, c'est ça l'histoire de l'agence Yuka. On parlait déjà beaucoup de SEO à l'époque. Comment t'es arrivé là-dedans, toi ? Alors, on commençait effectivement à en parler. Moi, je suis arrivé dans le monde du SEO avec une première expérience au parisien.fr. J'étais recruté par Éric Leclerc, qui est maintenant chez Infopro. J'étais en charge des audiences numériques du Parisien. Et on commençait beaucoup à parler de référencement, et notamment de Google et Google Actualité. Ouais. Et cette montée en puissance, du coup, dans le temps, s'est accentuée, avec les différentes verticales de Google, le Discover qui est arrivé également. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux qui ont également boosté l'audience des médias, mais Google reste quand même le levier principal d'acquisition pour ces médias. Ouais, et tu pourrais expliquer rapidement, si je devais expliquer à ma grand-mère un peu, parce que le SEO, c'est vieux, ça a presque 20 ans. Comment ça fonctionne, le SEO ? Si tu devais expliquer vraiment à ta grand-mère, je ne sais pas si c'est le cas, parce que j'imagine que ça doit être dur. Je ne sais pas même si tes parents comprennent bien ce que tu fais, mais comment ça marche le SEO ? Alors effectivement, mes parents ne savent pas vraiment ce que je fais. C'est assez difficile à expliquer. Concrètement, le référencement naturel, c'est comment faire en sorte que mon site, que mes pages web remontent sur Google et sur les moteurs quand on tape une requête, une recherche qui peut être un mot-clé ou plusieurs mots-clés, et sur lequel je vais pouvoir du coup générer une position pour mon site. Il y a 3 piliers dans le référencement à mémoriser. Ça peut évoluer, mais il y a quand même ces 3 piliers qui restent depuis le lancement du référencement. C'est la technique, qui est un élément clé et souvent sous-valorisé. Donc, la manière dont va être organisé mon site, le code, les balises, etc. Plus il est clair, plus il répond à certains standards, mieux je serai positionné dans les résultats. Ça, c'est le côté technique. C'est vraiment le socle, en tout cas, pour être référencé sur Google. Donc, comme tu l'as dit, les performances des pages, la rapidité, notamment sur mobile, qui est un point qui est super important. Le code, effectivement, par rapport à ce balisage. L'accessibilité aussi va jouer pour être référencé. C'est le premier pilier. Le second, c'est ce qu'on appelle l'édito.
donc c'est la production de contenu récurrente sur une thématique, une production référente. Plus tu auras d'autorité par rapport à une thématique, et plus tu pourras espérer bien monter dans Google. Donc c'est quelque chose qui est très important, et notamment pour les médias qui veulent se référencer sur Google. Et le troisième pilier, c'est celui qui évolue aussi, qui est la popularité. Historiquement, c'était plus tu avais de liens qui pointent sur ton site, plus tu pourrais espérer monter aussi dans Google. Maintenant, ce sont à la fois des liens de qualité entre différents sites, mais c'est également aussi l'émergence des réseaux sociaux qui vont envoyer des signaux également à Google pour être bien référencé. C'est vraiment... Et c'est pas pareil que l'autorité. La popularité et l'autorité, c'est pas la même chose. L'autorité va jouer aussi là-dessus, parce que plus tu vas avoir de liens, par exemple, de médias spécialisés ou de sites, en tout cas, sur une thématique, plus tu pourras avoir, du coup, une autorité par rapport à un sujet. Donc, ça va jouer également. Et c'est vraiment, en tout cas, ces trois piliers qui constituent le SEO. Après, Google adapte très souvent ses algorithmes. Il y a beaucoup de changements chaque année, des corrections parfois qui sont assez d'ailleurs virulentes, parfois pour les médias. Et donc, il convient de tester. C'est ce qu'on fait aussi beaucoup de notre côté. On a des sites laboratoires qui nous permettent de tester un petit peu, de jouer avec Google pour voir un petit peu comment il va réagir sur les différentes optimisations. Parce que ça, il ne communique pas. Et on va revenir sur ces trois piliers. On va revenir deux secondes. Mais donc, effectivement, il y a régulièrement des changements d'algorithme, on dit c'est le changement d'algorithme de Google. Ils communiquent ils donnent le détail de cet algorithme. C'est des règles du jeu qui sont claires mais qui nécessitent du travail ou non? Alors, ils vont communiquer parfois sur des dates de lancement en fait de modification de l'algorithme pour expliquer que c'est un algorithme qui vise à améliorer la qualité de ce qu'ils vont faire remonter sur Google. Ça peut arriver sur la recherche, sur Discover ou sur Google Actualité. Donc, c'est des filtres qui vont être mis en place, par exemple, pour enlever des sites parasites, des sites qui n'ont pas des bonnes qualités de contenu. Ça peut arriver. Mais sinon, Google communique finalement assez peu sur ces différentes corrections. Par contre, nous, c'est notre rôle en tant qu'agence de prévoir ça et d'anticiper, en tout cas au mieux, les différentes variations de ces corrections qui peuvent exister de manière finalement quasiment mensuelle. Ah oui, ok. Bon, après, c'est pas non plus un changement de paradigme tous les mois, c'est plus des ajustements, voilà. J'imagine. Ils vont ajuster, ouais. Ouais. Et donc, on revient 2 secondes, si tu veux bien, sur ces 3 piliers, parce que j'aimerais voir l'impact que ça a pour les médias. Le premier, technique, clairement, dans les médias, c'est dans le CMS, en fait, que ça va se jouer. Certains CMS sont mieux adaptés que d'autres. Comment ça se traduit, ça? Effectivement, il y a des CMS qui sont entre guillemets préparés pour le SEO. On parlait par exemple des CMS open source comme peut être WordPress, comme peut être Drupal, qui sont à la base préparés pour cela. Néanmoins, il est toujours intéressant d'avoir derrière des développeurs qui vont optimiser le code, travailler par exemple sur la performance des pages, travailler sur les flux qu'on va envoyer à Google, pour être en tout cas bien référencé. Donc, il y a un socle qui peut être considéré comme bon, mais néanmoins, il est toujours intéressant qu'un développeur repasse sur le code des pages, revoie les flux, etc., pour que ce soit vraiment en tout cas quelque chose qui va être présenté comme propre, en tout cas, à Google. Et pareil, sur ces questions un petit peu techniques, ça nécessite en fait quoi, un savoir-faire particulier chez les développeurs, ou c'est quoi? C'est en fait ils passent le site tout simplement dans la console Google, ça donne un score, ils ont un diagnostic, ou est-ce qu'il y a des développeurs un peu spécialisés sur le SEO? Alors il y a des scripts notamment fournis par Google, des outils qui vont aider en fait par exemple à voir les performances des pages avec une note qui va être une note en général sur 100 qui permettra d'avoir des éléments et des éléments de correctif par exemple pour améliorer les performances. Et maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup évolué aussi en termes de métier parce que les développeurs se rapprochent beaucoup aussi des SEO pour avoir cette vision justement d'adapter le code au référencement. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus d'ailleurs sur le marché avec des développeurs qui vont être sensibilisés à ces problématiques et qui vont travailler le code, le balisage, données structurées, etc. pour que ce soit vraiment préparé pour le référencement. Et c'est vrai que cette vision-là, comme tu disais, c'est une vraie évolution parce que c'était pas toujours le cas encore. Quand j'ai commencé par exemple le SEO, les développeurs étaient vraiment des purs devs, mais pas forcément adapté à la problématique du référencement, alors qu'aujourd'hui, on le voit chez nos clients, notamment les médias, qui a cette sensibilité, cette appréhension et une compréhension aussi du code lié au référencement. Ouais, ça c'est vraiment un truc important. Et tu disais, c'est vraiment tu t'insistais sur le côté mobile. C'est que dans ce score que peut donner Google, la part du mobile, elle est vraiment prépondérante. Déjà, on le voit au niveau des audiences numériques, notamment chez les médias, où c'est maintenant plus de 3/4 de l'audience qui vient du mobile. Donc, ouais, ça, effectivement. On est vraiment là-dessus. On était sur une période, au départ, où on testait un petit peu le mobile. Après, on parlait du mobile first. Maintenant, on est quasiment sur l'ère du mobile only. Sans dégrader évidemment la performance par exemple sur les PC de bureau, mais même Google dans sa communication maintenant recommande d'optimiser en priorité l'affichage mobile. Donc on est vraiment là-dessus et c'est ce qui va être clé en tout cas quand Google va explorer un site, c'est la version mobile qui va prendre en priorité. C'est du coup un élément qui a un vrai élément de changement en tout cas pour se référencer et c'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans.
Et ça peut avoir, je reviens un petit peu en arrière, ça peut avoir un impact important. Les notes, donc, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, le moteur, enfin, qui permet de donner son diagnostic. En améliorant de quelques pourcentages, on peut gagner des parts importantes. Ça se traduit comment en termes de pourcentage de trafic? Complètement, il y a un indicateur qui s'appelle les Core Web Vitals, qui est un ensemble en fait d'éléments liés aux performances de page et d'éléments aussi liés à l'UX, qui est un point clé aussi maintenant pour le référencement. Ouais. Et nous, on le voit par rapport à nos clients sur des améliorations constatées d'un point de vue technique en termes de performance de page qui ont eu des impacts directs et mesurables sur des leviers par exemple comme Google Discover, où les remontées ont été plus fréquentes pour le média, plus d'impressions, avec des efforts menés sur la technique. Donc si ce pilier-là, la technique, n'est pas optimisé en amont, même si on publie beaucoup de contenu tous les jours, on aura plus de mal à se référencer que quelqu'un qui a une base technique, un socle qui est vraiment optimisé et qui reprend les bonnes notes du coup données par Google. Par Google. Ok, très clair. Le deuxième pilier dont tu parlais, là, c'est vraiment le côté contenu. Pareil, est-ce que tu sens qu'il y a une maturité aujourd'hui maintenant dans les médias français sur le fait de produire du contenu pour le SEO? Alors, il y a une évolution sur la production. Il y a des récurrences de contenu, par exemple, sur les thématiques liées aux marronniers qu'on peut retrouver dans les médias, qui sont des éléments évidemment intéressants pour le référencement. Donc les marronniers, juste, je précise, hein, c'est les sujets récurrents chaque année, traiter de la fête des mères, traiter du départ en congé, en vacances, etc. C'est ça les marronniers. Complètement. Et on voit là-dessus une évolution sur les éléments de titrage, les éléments liés au maillage, qui est un point aussi important de lien entre les différentes pages, au niveau d'une structure, par exemple, d'un article. Il y a des vraies choses qui ont été mises en place par les médias. Donc, ce travail de pédagogie, je pense, fonctionne bien. Et il y a aussi un élément qui est clé, c'est la valorisation des archives, qui est aussi une grosse importance pour les médias. C'est qu'avec un tel catalogue, en fait, de contenu publié dans le passé, on peut créer, du coup, des catégories, des pages transverses très pertinentes aussi pour valoriser, en fait, toute son offre édito auprès de Google et valoriser ensuite, pourquoi pas, la création de compte, l'abonnement, etc. Donc, c'est un élément qui est clé. Et le dernier élément, c'est que on voit souvent dans les rédactions avec qui on peut travailler une distinction entre la production de contenu chaud, donc au jour le jour lié à l'actualité, notamment pour les médias généralistes, et la production de contenu plutôt froid, lié à des thématiques plus pratiques, comme par exemple, on peut trouver sur la cuisine par exemple, sur le jardinage, ce sont des thématiques aussi qui vont intéresser, mais qui sont des contenus plus froids, qui resteront placés en SEO plus longtemps aussi qu'un contenu chaud qui va vivre pendant 24 ou 48 heures. Ouais, donc là en fait c'est vraiment et pardon, mais donc ce genre de contenu il est guidé justement pour le SEO et les médias regardent ce qui marche en SEO et produisent comme ça, ou plus produisent du froid en se disant bah c'est des contenus, ça vaut le coup et on sait que ça durera longtemps. J'essaie de voir en fait le poule et l'œuf, tu vois. De plus en plus, t'as raison, de plus en plus, ils vont vraiment en amont mener une étude pour savoir si, par exemple, créer une thématique, ouvrir une thématique sur le édito a un intérêt et intéresse des lecteurs. Donc c'est là aussi qu'on va intervenir en tant que SEO, c'est d'estimer du coup des volumes de recherche, savoir ce que les gens recherchent par rapport à différentes thématiques pour savoir si, la thématique elle est intéressante, en tout cas d'un point de vue éditorial, s'il y a de la place aussi en référencement, si la concurrence n'est pas trop féroce par exemple. Donc ça, vous êtes capable de le faire par exemple en se disant voilà, tel média, il a tel trafic globalement, un client ou un prospect, il voudrait ouvrir une thématique par rapport aux trends, par rapport à tout ça, vous êtes capable d'estimer le trafic qu'il aura une fois qu'il aura fait chauffer un peu son site, quoi. Complètement. Analyse du coup avec différents outils, on arrive à une conclusion par rapport à ça, et après c'est le média évidemment qui va décider s'il lance ou pas cette thématique-là. Complètement. Sûr. Mais ça c'est possible. Ouais, donc c'est quand même très... on minimise quelque part la prise de risque. Exactement. Toujours étudier en tout cas en amont ces thématiques-là pour voir s'il y a un potentiel d'un point de vue audience, d'un point de vue aussi publicitaire. Souvent la régie aussi peut être intéressée par ces problématiques, et c'est après ensuite l'éditeur qui va décider de lancer ces différents contenus liés à une thématique. Et le troisième pilier, tu peux me le rappeler? C'est la popularité. C'est la popularité, donc c'est ce que tu disais, les fameux backlinks. Voilà. Alors ça, c'est un truc pareil dont on parle beaucoup depuis des années, hein, puisque alors avec les follow, no follow et des sites qui le font sans dire qu'ils le font, on va pas en citer, l'histoire c'est pas de faire du name and shame, mais c'est quelque chose qui marche toujours, avoir un lien, un article référencé sur un autre site, que je l'ai payé ou pas d'ailleurs cet article, ça renforce toujours la popularité? Alors ça marche toujours, ça marche un peu moins qu'avant, mais ça marche toujours. Effectivement, ces apports de liens sont toujours intéressants pour pouvoir se référencer, du coup, notamment sur Google. Alors, il y a eu un marché qui s'est créé parallèle de vente de liens, comme tu disais, sur des thématiques. D'ailleurs, les médias aussi vendent parfois des liens. L'impact, du coup, on peut le mesurer aussi, parce qu'un lien importé, du coup, permettra de faire remonter une page, donc on peut facilement voir l'impact que ça peut avoir. Mais aujourd'hui, l'apport de ces fameux backlinks est quand même un petit peu réduit par rapport à la puissance un peu
surestimé qu'il y avait auparavant. Donc ça tend un petit peu à être quand même régulé parce qu'il s'était créé en fait un marché parallèle autour de ça qui faussait un petit peu du coup les résultats de Google. Ouais, donc eux, Google se rend compte de ça et puis forcément corrige un peu dans leur algorithme, pondère un peu pour que ça ait moins de poids. Et aujourd'hui, mais ce business existe toujours. Toujours, bien sûr. Ouais. Il existe des différentes plateformes où tu peux toi-même créer ton compte et acheter des liens assez facilement qui sont. On reçoit, nous, de chez Cosa Vostra, toujours je vais pas dire tous les jours, mais quasiment des demandes, alors qui viennent de partout dans le monde pour mettre du contenu sur notre site. Bon, alors après, c'est des trucs un peu automatiques, mais c'est donc effectivement, il doit rester un peu un business là-dessus. Et globalement, là, si je reviens, les médias français, le SEO, il y a une maturité maintenant, tu penses, c'est un sujet prépondérant qui est pris par tout le monde. C'est plus un truc dans un coin en se disant tiens on l'améliore, parce qu'il y a souvent cette idée que le SEO c'est long, les résultats sont pas là rapidement, et que quand on arrive à un poste marketing, d'ailleurs je sais pas si est-ce que c'est le marketing qui gère le SEO, ça, peut-être tu pourras me répondre un peu à ça, mais on peut être tenté de faire plutôt du paid, donc du référencement payant, parce que les résultats vont être là très vite et que c'est un peu ingrat d'investir dans le SEO. Alors, pour rebondir sur le paid déjà, le paid c'est super intéressant pour avoir des résultats très rapidement. Néanmoins, quand tu n'as plus de budget, c'est fini. Donc c'est net, tu disparais tout de suite. Ouais. Et c'est intéressant pour une campagne par exemple assez offensive par rapport à un mot-clé que tu veux vraiment viser tout de suite, c'est bien. Comme tu l'as dit, le référencement, c'est un secteur qui est maintenant mature, sur lequel il y a eu beaucoup d'évolutions. Chaque année, on dit que le référencement, le SEO va mourir. C'est un peu la genèse. On a résisté, on va dire, à l'émergence de Facebook, par exemple, Apple News aussi pour les médias qui ramenaient beaucoup de trafic. On disait, du coup, le SEO n'a plus d'importance. Et finalement, en 2024, c'est le SEO qui reste. Google reste de plus en plus fort quand même pour les médias. Et c'est quelque chose qui est prépondérant. Au niveau des équipes, ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus de médias se renforcent avec des SEO en interne, mais ont besoin aussi d'accompagnement, notamment avec les agences qui peuvent exister sur le marché. Pourquoi ? Parce que la connaissance qu'on peut avoir, l'expertise aussi par rapport à la thématique, sur lequel il peut y avoir des besoins aussi, est nécessaire. Je te prends un exemple. Radio France, avec un projet colossal de regroupement des différentes chaînes. Donc, je parle de France Inter, France Culture, France Musique, etc. ont généré une migration massive vers un nom de domaine qui est radiofrance.fr. Un projet absolument colossal où le SEO est au cœur vraiment de ce projet de groupe. Et c'est super intéressant parce que le SEO, parfois un petit peu décrié ou un petit peu en son coin, là, dans ce cas-là, était vraiment au cœur, en fait, de la machine, au cœur des rouages de Radio France, donc d'une entreprise. Et ça montre, en fait, que aujourd'hui, non seulement le SEO, il est plus mis de côté, mais il est prépondérant, et qu'aujourd'hui, à la fois les directions marketing, techniques, même direction générale, comprennent, en fait, l'enjeu du référencement et l'impact que peut avoir des recommandations, un accompagnement aussi, et surtout de maintenir et de développer un trafic issu des moteurs. Ouais. Et est-ce que c'est aussi important quand on est hyper spécialisé, le SEO? J'entends, si t'es le seul média à traiter d'un sujet, un truc hyper niche, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le SEO ou pas? Ou est-ce que naturellement, par ton contenu, tu ressortiras parce que les requêtes des gens qui te recherchent seront hyper spécifiques? Je pense qu'il faut toujours, en tout cas, rester en vigilance, en veille, parce que comme on le dit depuis le début, le SEO évolue constamment et le risque, c'est un peu de s'endormir sur ses lauriers et de croire qu'on est en fait invincible en SEO et on n'est pas à l'abri un jour de changement d'algorithme, comme ça existe du coup chez Google de manière mensuelle, par rapport à ça, qui peuvent du coup te déréférencer, mais également aussi voir arriver d'autres concurrents, par exemple sur ta thématique, qui peuvent du coup envahir un petit peu tes mots-clés et te concurrencer. Donc nous, on considère que il faut quand même toujours avoir idéalement en tout cas une vision SEO, que ce soit en interne ou en externe, mais avoir quand même ce regard et surtout une veille pour ne pas être perdu en cas d'évolution des moteurs. Et il y en a beaucoup en ce moment, notamment chez Google. Ouais. Et donc ça passe par quoi? Ceux qui n'ont jamais fait, c'est faire un premier audit pour voir sur les 3 piliers, se faire une idée de si on est bon, moyen ou à la ramasse, et comment on agit quoi derrière, après du court terme, moyen terme et long terme. C'est déjà un élément intéressant, comme tu dis, d'auditer son site de manière très ponctuelle pour savoir faire un état des lieux en fait de la situation d'un site. Parfois en fait on s'en rend pas forcément compte, mais on peut avoir un site qui s'affiche très bien, de manière très correcte, mais qui finalement a des perfs techniques qui peuvent être très mauvaises d'un point de vue Google, d'un point de vue compréhension, et ça peut être impactant. Donc c'est pas que la vitesse de chargement. C'est pas que ça, c'est vraiment d'autres éléments. Par exemple, l'élément aussi qui est pris en considération, c'est l'UX de plus en plus, donc la navigation sur les différentes pages. Donc si je prends une page article qui est très mal optimisée, par exemple sur mobile, qui crée une navigation qui est compliquée,
qui est bourré de pubs, par exemple, c'est aussi un sujet qu'on peut avoir dans les médias, ça impactera du coup la navigation de l'utilisateur et du coup, ça pourra avoir un impact également pour ton référencement. Donc, c'est bien penser à ça. Et ça, comment Google le voit, c'est par rapport au taux de rebond? Oui, en fait, il analyse beaucoup de choses. Il y a un procès actuellement aux États-Unis avec Google, du coup, qui a dévoilé différentes infos sur son algorithme. C'est super intéressant. Et parmi les éléments qui sont clés, c'est ce qui se passe sur les pages de recherche Google, le comportement utilisateur, le nombre de clics qui vont être générés et le comportement des gens qui vont revenir rapidement sur Google. Et aujourd'hui, Google, avec son navigateur qui est Google Chrome, il a une base de données en fait qui est absolument extraordinaire pour savoir ce qui se passe en fait sur le web. D'accord, oui. Donc ils ont la donnée pour être capable de comprendre ça et donc de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur d'un site. Complètement. Ils ont tous les éléments en tête. Ok. On pourrait on va parler un peu de SGE, donc qui a été pour moi un des grands épouvantails en 2023, les Search Generative Experience. Donc, je vais le dire avec mes mots, puis toi tu le diras peut-être de manière un peu mieux. C'est cette direction que pourraient prendre les moteurs de recherche, donc Google en l'occurrence, pour générer un résultat à une requête et ce résultat généré répondrait en fait de manière exhaustive à la requête. Donc c'est plutôt que d'afficher des résultats en disant allez voir l'info sur tel site en les classant, ça donnerait une réponse à la question posée dans le moteur de recherche par un texte généré avec éventuellement ou pas les sources, avec le risque. Alors quelque part, c'est pas nouveau parce qu'on avait déjà, je vois que tu souris, on avait déjà un petit peu ça, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin et ça pourrait être sur n'importe quelle thématique. Donc évidemment, le risque pour les médias, c'est de voir chuter leur trafic en provenance des moteurs de recherche. Est-ce que c'est ça les Search Generative Experience? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, tout à fait. Juste en introduction, sur ces éléments-là, il faut bien qu'on différencie deux éléments assez clés. C'est Search Generative Experience d'un côté et Google Bard de l'autre côté. Ouais. Google Bard, pour rappel, c'est une petite conversation c'est le chat GPT. C'est le chat GPT de Google. Exactement. Donc ça, c'est un outil qu'on va utiliser par exemple pour discuter, pour avoir une conversation, pour générer du texte potentiellement. Ça, c'est ce qu'on appelle Google Bard, donc concurrent de ChatGPT. SGE, en fait, c'est quoi? C'est une évolution de la page de recherche de Google avec l'intégration, comme tu l'as dit, d'un bloc fourni par de l'IA générative qui va en fait compiler plusieurs sources et générer en fait son propre résumé qui va être présent dans Google. Et c'est ça en fait SGE, Search Generative Experience. C'est ça du coup que beaucoup de sites craignent. Et c'est évidemment une évolution en tout cas du moteur, mais il faut savoir quand même, comme tu l'as dit depuis un petit bout de temps, Google déjà propose une position 0, ce qu'on appelle dans Google, c'est afficher pour une question posée dans Google un aperçu de la réponse directement dans le moteur, ce qui fait que les gens en fait de base restent dans le moteur. Et ça c'est un point qui est clé aussi, c'est que finalement Google devient un moteur de réponse de plus en plus, parce que son business dépend de ça aussi, et parce que plus les gens restent sur Google et les univers de Google, plus finalement Google aussi pourra engranger des profits. Et donc, il a intérêt à maximiser le fait que les gens restent sur son moteur. Ouais, ça, et ce qui est paradoxal, c'est que d'un point de vue expérience utilisateur, évidemment, moins il y a de clics, moins il y a de temps, et plus tôt j'ai la réponse, et mieux c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très paradoxal. C'est que d'un côté, pour les médias, ça peut être catastrophique. Maintenant, moi, en tant qu'utilisateur, je me dis, c'est cool d'avoir le résultat. Avec le risque de plus pouvoir comparer moi-même et de pas qu'on me prémâche le travail et si derrière il y a des erreurs ou il y a un agenda ou dans le sens où il privilégie telle source ou telle vision, ça peut être un peu compliqué. On en est où des SGE? Il y avait eu des expériences aux États-Unis. Est-ce que il y a un calendrier de lancement, de mise en place? Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que c'est alors officiellement c'est quoi Alors officiellement, SGE a été lancé dans 120 pays. Pas encore dans l'Union européenne, mais ils ont fait déjà beaucoup de tests, notamment aux États-Unis. On commence à avoir des infos qui remontent de ce marché. On sait que le marché européen est un marché un petit peu particulier et compliqué pour Google. On a parlé de droits voisins en France, sur lequel il y a eu beaucoup d'accrochages. Ouais, il y a un peu de friction. Voilà. Il y a un peu de friction avec les médias européens, donc pour l'instant c'est pas présent en Europe. On peut tester en se connectant avec des IP américaines, tester du coup SGE et commencer à voir un petit peu l'impact des différentes requêtes. C'est encore à l'état de lab, c'est vraiment un projet pour l'instant bêta chez Google. Et il y a un point qui est clé, on peut en parler dès maintenant,
c'est que aujourd'hui un utilisateur qui est basé aux États-Unis, qui teste du coup SGE, devra activer la fonction SGE pour pouvoir l'utiliser. Donc ça veut dire que c'est pas natif en fait dans le moteur pour l'instant. Il y a quand même une volonté de l'utilisateur de devoir cocher une case dans le moteur pour pouvoir activer cette fonctionnalité. Donc c'est pas 100% du parc des gens qui vont sur Google qui vont activer en fait ça. D'accord. C'est une précision intéressante à savoir, mais on sent bien que c'est juste une étape où c'est pour rassurer d'éventuels partenaires. D'ailleurs, il y a des partenariats qui ont été faits ou est-ce que Google, en fait, à partir du moment où ils ont indexé l'ensemble du web, peuvent utiliser les sources pour créer un résultat SGE? Alors, mettons que ça soit activé, que ça soit en France, etc. Je pose une question, est-ce qu'il peut utiliser des sources du monde pour générer une réponse à ma question sans demander l'autorisation au monde? Alors, par rapport à SGE, déjà, aujourd'hui, ce qui se passe sur ce marché-là, c'est que tout contenu qui est déclaré comme indexable, donc référençable par Google, pourra remonter dans SGE. Sur Bard, par exemple, qui est donc guide de conversation, il existe une balise particulière qu'on peut mettre sur son site pour dire « je ne veux pas que Bard utilise mes données pour entraîner son robot ». Par contre, aujourd'hui, et c'est ça c'est un point vraiment très important pour les médias, aujourd'hui, SGE pourra utiliser n'importe quelle donnée de média de son côté si le contenu est considéré comme indexable par Google. Ça veut dire si on veut être présent dans Google, on peut être utilisé dans un résultat SGE. Ouais, et si on ne veut pas être dans SGE, on exclut également sa présence sur Google. Donc en fait, c'est pour le moment en tout cas, d'après les tests qu'on peut voir aux États-Unis, donc c'est assez c'est assez vicieux en tout cas. Mais aujourd'hui, voilà, autant sur Bard, tu peux avoir une balise spécifique, autant sur SGE, si tu ne veux pas être présent dessus, ça veut dire que tu refuses que tu sois présent en fait dans l'univers de Google, ce qui est du coup un élément assez fort. Oui. Autant dire qu'il faut être bien fort pour pouvoir se passer aujourd'hui de Google. Et dans les résultats SGE, est-ce que les sources qui ont servi à la génération de la réponse sont citées? Oui, elles seront indiquées. Il y a eu une phase un petit peu embryonnaire où on voyait pas forcément les sources. Ils ont depuis fait évoluer leurs produits et il y a un minimum de tests et puis ils regardent un peu si elle levée de bouclier ou pas. On va être très honnête. Exactement. Il y a entre 2 à 4 sources visibles selon ce que j'ai pu voir en tout cas de mon côté. Il peut y en avoir beaucoup plus également en termes de sources, mais oui, les sources sont indiquées, apparaissent de manière, on va dire, assez visible dans le bloc du coup d'IA qui apparaît du coup très en haut de page des résultats de Google. Donc évidemment, les sources, oui, apparaissent et ça permettrait en tout cas de renvoyer un peu de trafic vers les sources en question. Oui, alors probablement moins que s'il y avait des résultats position 1, 2, 3, 4, 5, etc. Est-ce que justement, alors ça, j'imagine que tu n'as pas la réponse, mais je pose quand même la question, est-ce qu'ils utilisent plutôt les résultats des sites mieux référencés pour faire une réponse SGE ou c'est eux qui vont juger de la pertinence? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a une étude très récente là-dessus qui a été menée aux États-Unis par rapport à 1000 mots-clés en échantillon, et dans ces cas-là, très très majoritairement, les liens, les sources présentes dans SGE n'étaient pas celles qui remontaient en référencement naturel. Donc en fait, ils vont se baser en fait sur d'autres sources et pas forcément sur ceux qui remontent en premier naturellement sur Google pour pouvoir générer du coup ces sources, qui est du coup potentiellement en tout cas intéressant pour des sites qui sont à la base mal classés en SEO classique, mais qui peuvent espérer remonter du coup dans ce bloc SGE. Et c'est plutôt majoritaire par rapport au cas de l'étude en question. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'encore une fois derrière, il y a un algorithme qu'on ne connaît pas et qui va juger de la pertinence d'un résultat, etc. Donc ce seront d'autres règles encore que le SEO classique, quoi. Et c'est ce qui est intéressant dans le SEO, encore une fois, c'est une nouvelle évolution, et donc on va devoir encore une fois dompter les algorithmes, essayer de les comprendre pour pouvoir remonter en tout cas au mieux sur ces différentes boxes de SGE. C'est clair, ça on va en parler peut-être. Et alors on parle beaucoup de Google, tu l'as dit, 94% en France, mais il y a d'autres moteurs de recherche quand même en France. Alors on sait qu'il y a OpenAI et Bing. C'est quoi un peu le si on devait faire une photographie un peu des moteurs de recherche et génératif ou non génératif là en ce moment, il y a quoi? Alors Bing est passé au génératif avant Google. C'est d'ailleurs aussi ce qui a créé un mouvement de panique chez Google. C'est-à-dire que Microsoft, qui est actionnaire de OpenAI, du coup a lancé l'intégration du coup de l'IA ChatGPT du coup dans Bing. Aujourd'hui, les chiffres qu'on peut avoir en France montrent que
l'intégration, c'était au mois de mai en France de cette innovation chez Bing, n'a pas créé un gain d'audience pour Bing. C'est intéressant aussi comme cas, c'est-à-dire que... Pourtant, moi, je suis allé retester, Ouais. je suis allé télécharger parce que un Bing, etc., quoi, il fallait l'avoir. Mais bon, après, effectivement, je suis repassé assez vite. C'est intéressant parce qu'il y a eu l'effet de surprise sur le premier mois qui a créé du coup un Ouais. peu d'audience pour Bing, mais finalement, l'audience est revenue à une norme assez classique, autour de 13 millions de visiteurs uniques sur Bing. Donc, il n'y a pas eu finalement ce gain potentiellement, en tout cas, espéré. Aujourd'hui, sur Bing en France, tu fais une requête, tu vas avoir effectivement un bloc d'IA qui va apparaître, qui va te générer du coup du texte, de résumé par exemple, avec les différentes sources, comme le fait d'ailleurs Google avec SGE. Ouais. Par contre, à ma connaissance, un moteur comme Yahoo.fr propose pas encore du génératif, en tout cas l'IA générative dans ses résultats de recherche. Donc, c'est des évolutions qui se mettent progressivement en place, même si les deux gros acteurs en France que sont Google et Bing s'y mettent progressivement. C'est quoi les parts de marché en France? 94% Google. 91 pour Google, 91. et le reste c'est vraiment des miettes. Ouais, t'as l'ensemble en fait Bing, Yahoo qui doit être pesé un petit peu dessus, et après il y a des répartitions entre Quant et d'autres types de moteurs, mais qui sont plus réduits. D'accord. Et je fais une mini digression, je reviens sur le SEO. C'est important pour un média de regarder. Est-ce que c'est les mêmes règles de SEO en fait? Pareil, oui, tu fais pas de distinction, c'est standardisé maintenant. Les règles sont les mêmes pour les moteurs. Ce que tu vas appliquer à Google sera aussi applicable du coup pour Bing, Yahoo, pour d'autres moteurs plus. T'as aucun travail, aucun truc spécifique à faire pour les autres moteurs. Il n'y a pas de travail spécifique. Après, tu peux négocier des accords particuliers. Par exemple, tu peux être présent dans Bing Actualité en tant que média, mais c'est une démarche à faire auprès de Microsoft. C'est une demande à faire auprès des équipes. Voilà, c'est un peu un travail là-dessus. Comme mais Google Actualité. Exactement. Il faut s'inscrire, Exactement. il faut répondre. Il faut faire une demande, etc. C'est les seules règles. Les règles du SEO seront appliquées en tout cas à tous les moteurs. Ok, très clair. Je reviens sur le SGE. Sur l'impact, il va forcément y avoir des dommages collatéraux. Imaginons un monde où ça arrive en France sur Google et que t'es pas à cocher, que par défaut, tu recherches, quand tu recherches quoi que ce soit, t'es ton premier résultat qui soit donc cette position 0 faite par Google. Le trafic s'effondre. C'est quoi là, en moyenne la part du trafic SEO d'un média en France? Alors, je sais que c'était pas évident parce qu'il doit y avoir des disparités, mais en moyenne quand même. En moyenne, le trafic SEO, de ce qu'on peut voir de médias généralistes ou plus spécialisés par exemple, c'est que le SEO représente environ entre 45 à 65% de l'audience. Là-dedans, dans le SEO, donc c'est une grande part issue de Google, mais ce qui est intéressant, on va en parler, c'est plutôt rassurant, c'est que tout le trafic des médias ne dépend pas de la recherche Google. C'est un point qui est aussi très important, c'est que les médias sont également présents sur Google Actualité, par exemple, qui est un levier différent et qui n'est pas touché par SGE. Également, Google Discover qui monte en puissance pour bon nombre de médias et qui, pareil, n'intègre pas SGE. Donc, en fait, c'est une partie du trafic, donc la recherche, qui par contre va être soumise à SGE. Mais encore une fois... Et donc ce serait combien la part de la recherche en moyenne? C'est 45 à 65%. Si on prend la part du coup sur une base 100% de trafic Google, la répartition se fait maintenant à peu près aux alentours de 30% pour le search, donc pour la recherche. Un tiers à peu près pareil, voire même plus maintenant pour Discover, parce que Discover devient vraiment l'élément majoritaire pour les médias, et le reste, c'est Google Actualité. C'est à peu près ça. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre Discover et Google Actualité rapidement? Alors, Discover, c'est natif en fait pour les gens qui ont Android, donc sur leur smartphone, et c'est des suggestions de contenu de la part de Google, qui en fait comprend ce qu'on apprécie comme contenu, comme site qu'on visite, et qui en fonction de ça a créé son algo pour te suggérer dans ton téléphone des contenus, il y a des thématiques, personnalités qui pourraient t'intéresser, et c'est donc extrêmement puissant. C'est aussi très bon. Ce n'est pas que de l'actu. C'est pas que de l'actualité. Alors, il y a beaucoup de contenus quand même chauds qu'on peut voir remonter, mais on peut voir également des contenus plutôt froids. Et c'est des éléments aussi pris en compte, par exemple, comme la géolocalisation qui va jouer. Si par exemple je suis à Bordeaux et que je regarde mon téléphone, mon téléphone et Discover, il va me suggérer aussi des contenus liés à Bordeaux parce qu'il va repérer que je suis à Bordeaux. Donc c'est très puissant. Ça rend un petit peu dépendant. C'est pas que du coup on dit aux médias de faire attention à ça, de pas être trop dépendant justement à Google Discover, parce qu'il y a beaucoup de vagues d'audience et de baisses assez conséquentes. Et c'est plutôt du coup de la recommandation. C'est un petit peu c'est vraiment de la suggestion en tout cas de contenu. Google News, c'est différent. Google News, c'est plutôt historique. C'est vraiment les contenus chauds de 24, 48, 72 heures qui sont liés à l'actualité, aux thématiques assez classiques traitées par les médias, comme par exemple la politique, le monde, le sport, etc. C'est la page actu. C'est la page actu, et c'est aussi des box fournis également dans la recherche, fournis par Google Actualité, qui peuvent également exister et qui sont des éléments en tout cas intéressants dans l'audience. Donc c'est vraiment ces trois piliers-là, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi à prendre en considération. C'est que, heureusement d'ailleurs, que les médias ne dépendent pas que de Google Recherche pour générer de l'audience en SEO. D'accord. Et donc tu disais, c'est à peu près un tiers.
Ouais, c'est search, actu la part d'actu tend quand même à se réduire. C'est vraiment, ça dépend encore une fois. On a des cas très spécifiques. On travaille avec des médias par exemple qui font un 80% de discover. Donc tu vois, c'est aussi c'est assez énorme. Je pense que le ratio de, allez, on va dire 40 search, 40 discover et 20 news paraît plutôt un bon équilibre. Avec encore une fois discover qui pousse de plus en plus et qui devient en tout cas pour les médias avec qui on peut travailler une source prépondérante d'audience par rapport à Google Actualité et par rapport aussi au search. D'accord. Mais donc, ça veut dire que potentiellement, si c'est 40% par rapport entre 50%, on peut être à 25-30% de son trafic qui vient du search. Oui. Et qu'on pourrait perdre demain. Alors, perdre... Je ne veux pas aller dans le scénario dystopique et tout, mais j'essaye juste de voir... Je vais être plutôt optimiste par rapport à tout ça. En fait, tout ne va pas s'effondrer. Il y a des chiffres qui commencent à sortir sur des tests... liés à des requêtes, des milliers de requêtes par exemple générées par SGE. La baisse de ce qu'on peut voir sur les différents chiffres, on voit des baisses entre potentiellement, encore une fois, faut prendre ça au conditionnel, entre 15 et 60%. Alors ça paraît extrêmement violent quand on dit ça comme ça. Encore une fois, l'étude n'est pas forcément liée en tout cas à des mots-clés d'actualité. C'est quand même spécifique pour les médias. Donc il y a quand même cet enjeu aussi, c'est que des thématiques seront touchées, thématiques plus froides. Là, je pense que ça va être plus compliqué parce que, par exemple, sur les symptômes de maladie, sur des recettes de cuisine, sur lesquelles en fait, Google déjà fournit des réponses. Ouais. Plus c'est froid et structuré quelque part, plus ce sera simple, efficace le résultat SGE. Il y a un risque sur SGE. Par contre, sur le show, je pense que Google a besoin des médias et je pense que là-dessus, il touchera moins en tout cas au contenu chaud. Et d'ailleurs, les tests que j'ai pu faire avec Bard sur l'actualité chaude, par exemple, ne sont pas forcément concluants en fait. Donc ça veut dire que si Google vraiment valorise les contenus de qualité, je pense que sur le show, les médias resteront prépondérants. On ne sait pas d'ailleurs si SGE sera vraiment activé sur les requêtes d'actu chaude ou pas. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut que ce sont des modèles entraînés sur des bases de données qui sont pas forcément à jour, etc. Donc, traiter quelque chose qui vient de se passer il y a quelques minutes, quelques heures, effectivement, ils sont peut-être pas pertinents. Le risque est là-dessus. Le risque, c'est que Google mise constamment sur la qualité dans ses déclarations, dans ses communications. Mais si, en fait, sur le show, il se positionne avec SGE, mais fournissent des contenus qui sont soit erronés, soit qui sont plus d'actualité, il y a un risque de perdre en qualité. Ouais, ça c'est intéressant. Comment tu conseilles d'ailleurs les médias de s'y préparer? Est-ce que tu sens un peu pas une tension, mais des peurs là-dessus en se disant et si demain, etc. Quel conseil tu leur donnes? Nous, là-dessus, on tente d'être plutôt rassurant en fait. On change pas la méthodologie de travail des rédactions, des équipes avec qui on peut travailler, parce que justement, dans notre discours et dans la pédagogie, il y a ce fait de ne pas être dépendant déjà à la recherche. Et encore une fois, Google va faire évoluer SGE progressivement aussi. Donc, pour l'instant, les chiffres sont un peu alarmants de ce qu'on peut voir et les communications de différents médias américains sont un petit peu alarmants sur SGE. Néanmoins, avec Discover, avec l'actualité et encore une fois avec une bonne partie de la recherche, on peut déjà générer quand même beaucoup d'audience pour les médias et donc du coup ça n'impacte pas vraiment le travail en tout cas qu'on peut faire avec les rédactions. Ce qui sera intéressant par contre, c'est que lorsque SGE sera activé sur le marché français, il sera intéressant de voir et de comprendre pourquoi une source est valorisée par rapport à une autre, qu'est-ce qui a fait une différence, pour pouvoir ensuite le recommander à nos clients. Et ça, c'est un point justement sur lequel il faudra travailler. Et c'est aussi ce point d'intention de recherche qui va être un élément de plus en plus clé. C'est de comprendre, par exemple, quand je tape un mot-clé sur Google, qu'est-ce que je cherche vraiment et quelle sera du coup la bonne réponse à fournir, le bon contenu à fournir par rapport à cette recherche. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe, mais sur lequel je pense en tout cas qu'il ne faut pas s'alarmer encore une fois pour le moment, parce qu'on a plein de leviers en tout cas à utiliser, notamment pour les médias et pour générer encore de l'audience qualifiée. Ouais, et puis, comme tu le dis, Google a peut-être trop à perdre à tout activer immédiatement. Ils ne peuvent pas se passer de cette relation avec les médias, avec ce « je t'aime moi non plus », mais qui sont quand même très indépendants les uns des autres. On le voit d'ailleurs, il y avait eu des frictions, notamment sur le marché français. Il y a eu une friction récemment au Canada, avec les médias aussi. Autour du SGE, non, ou plus globalement? Globalement, autour du référencement des contenus, autour de cette mise en avant. Et finalement, il y a toujours des accords finalement qui sont signés avec les différents partenaires, après des négociations parfois ardues. Mais en tout cas, voilà, je pense que vraiment sur le show, Google a besoin des médias, a besoin de cette source d'information, de cette qualité d'information, et donc continuera en tout cas à les valoriser. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes une requête liée à un contenu chaud, par exemple, sur le président de la République ou sur du sport, par exemple. Borne. Voilà, exactement. Tu peux trouver très rapidement, en tout cas, des sites médias qui vont être valorisés par Google. Donc, ça veut dire que cette source-là, les médias sont
bien valorisés en tout cas. Et on retrouve d'ailleurs ces médias dans la partie actualité et majoritairement aussi en Discover, ce qui montre que Google, pour étoffer ses produits, a besoin des médias en fait. Ouais, clairement. Et puis puis ça s'organise. Alors là, on sort de Google, c'est plutôt côté OpenAI, mais t'as le New York Times qui attaque en justice OpenAI pour utiliser l'utilisation frauduleuse de ses données, etc. On sent, même si c'est David contre Goliath ou pot de terre contre le pot de fer, en tout cas que le contenu reste en fait au centre des enjeux, et que donc les médias qui ont la production de ce contenu doivent s'organiser, doivent alors justement, c'est derrière toi, tes clients, tu leur conseilles plutôt de laisser les robots d'OpenAI crawler leur contenu. Tu les conseilles là-dessus. Tu leur dis d'y aller et puis on verra. On tente aussi de bien répondre aux problématiques des groupes qui ont aussi des enjeux, notamment financiers, par rapport à tout ça. Je pense que évidemment, d'un point de vue référenceur, nous on est pour les tests. On fait constamment des tests pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc quand c'est possible, nous on conseille de le mettre, de tester en tout cas, que ce soit avec OpenAI ou avec Bard, les différents dispositifs. Mais néanmoins, faut quand même rester réaliste. Aujourd'hui, le fait que ces robots prennent des contenus et vont utiliser ces contenus pour entraîner justement leur technologie, ça mérite quand même une attention. Et cette compréhension aussi qu'on doit avoir au niveau des groupes, de potentiellement, comme c'est pour les droits voisins, de s'allier aussi en étant plus fort justement pour pouvoir parler en face avec OpenAI, avec Google, pour en tout cas avoir une rétribution liée à l'audience, liée à une rémunération financière aussi. Le droit d'auteur. Droit d'auteur, exactement. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, à la fois, on a l'élément SEO de référenceur, on a envie de tout tester, de tout mettre en place, etc., pour qu'on soit présent partout et finalement hyper distribuer les contenus. Mais évidemment, il y a une logique quand même entrepreneuriale et de groupe média aussi qui est de le faire, mais pas n'importe quel prix, et de quand même d'avoir des règles aussi en face de ces différents GAFAM qu'on voit depuis des années maintenant. Ouais, c'est clair. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est diversifier. Est-ce que c'est aussi, peut-être si on se projette dans le futur, diversifier les canaux de diffusion? Parce que là, tu sens, enfin, dans ce que tu disais comme chiffre, quand même, cette dépendance à Google, elle reste massive. Enfin, on parle beaucoup de diversification, mais est-ce qu'il faut justement aller partout sur les réseaux sociaux, sur toutes les interfaces créées pour essayer d'un peu équilibrer et pas être dépendant à ce point de Google? Complètement. Justement, nous, en tant qu'agence SEO, on pourrait se dire qu'on valorise beaucoup le SEO, mais Ouais, toi, la première recours qu'on a auprès de nos clients, c'est de dire justement de ne pas dépendre que de Google, parce que les risques justement peuvent être assez élevés. Donc les réseaux évidemment sont importants. Malheureusement, c'est vrai que Facebook envoie moins de trafic aux médias depuis maintenant un petit bout de temps. Donc c'est vrai qu'il y a un petit effondrement par rapport à ça. Il y a eu petit effondrement ou un énorme effondrement? Un gros effondrement effectivement de trafic. Il y a eu auparavant aussi Apple News qui était un gros apporteur d'audience pour les différents médias, qui s'est un petit peu aussi pareil effondré. Donc finalement oui. Pardon, non, mais pourquoi Apple News s'est effondré? Parce que autant Facebook, on sent qu'il y a eu un changement de stratégie, ils ne veulent plus de médias. C'est anxiogène, c'est trop d'emmerde. Ils veulent revenir à des feeds avec des trucs d'amis et puis des types de contenu machin social. Mais Apple News avait toutes les chances de cartonner. Pourquoi ça se ralentit? Parce que en fait, ils ont ouvert à un nombre de sources beaucoup plus fortes déjà. Donc ça du coup, le gâteau, c'est un petit peu, les parts de gâteau sont un petit peu réduites un petit peu par rapport à ça. Et aujourd'hui, Apple News, qui était un produit, on va dire, assez basique au début, qui peut mettre en avant une source pendant des jours et des jours sur un article, et qui du coup générait beaucoup d'audience. Aujourd'hui, il y a plus de volatilité, beaucoup plus de changements en fait dans ce qui va remonter. Du coup, c'est moins intéressant en tout cas pour les médias. Donc ça joue aussi là-dessus. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que nous, dans notre travail, on travaille d'ailleurs beaucoup en relation aussi avec les services fidélisation CRM, parce qu'il faut aussi travailler ça. Tout le trafic qui vient du SEO doit être fidélisé, doit être actionné par un levier, création de compte, abonnement, etc. Avoir une trace en tout cas, garder un contact avec un utilisateur. C'est l'enjeu qui va être clé aussi, c'est vraiment la data. Donc du coup, ce métier de générer du trafic est vraiment en complémentarité de comment conserver l'audience, comment la retoucher aussi sur d'autres leviers. On revoit l'émergence de la newsletter qui a un petit peu disparu et qui est revenue maintenant en force, qui est revenue très trendy d'ailleurs, et c'est super intéressant aussi pour faire revenir des gens sur ton site. Mais c'est vrai que une stratégie sur laquelle on va trop dépendre du SEO est une stratégie qui est dangereuse à terme, parce que on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation de Google par rapport à ces différents algos, et des positions du coup moins bonnes en référencement, ce qui créera une baisse d'audience et qui peut être dangereuse si on a les œufs dans le même panier. Ouais, clairement. C'est des bons conseils. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça nécessite beaucoup de boulot, mais ce sont des conseils sages. Si tu devais spéculer, c'est quoi les enjeux à venir à 5 ans, 10 ans? Alors tu l'as un peu esquissé, hein, tout ça, cette diversification, mais comment tu vois un peu l'avenir? Madame Irma, 2024. C'est difficile de prévoir. Déjà, il faudra voir si l'adoption en fait de l'IA générative se fait vraiment dans les moteurs.
parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas préparés à ça. Il faut avoir en tant qu'utilisateur, tu veux dire? En tant qu'utilisateur, ça exactement. Il faut avoir la réaction, la pertinence aussi. Est-ce qu'il y aura pas des failles? Est-ce qu'il y aura pas des petites boulettes dans ces différents résultats? Donc, je pense qu'il y aura une phase vraiment d'adaptation. Néanmoins, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur une tendance où tous les GAFAM se mettent du coup sur les IA génératives. Donc, il y a vraiment un intérêt, en tout cas, et une curiosité par rapport à ça. Ce qui peut se développer, je pense, ça peut être aussi l'intégration, pourquoi pas demain, de vidéos avec de l'IA générative dans les pages de recherche, pourquoi pas. Une TikTokisation en fait de Google, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Tu veux dire une mise en scène vidéo d'une requête que j'ai fait et ça génère à la volée une vidéo qui répond à ma question. Complètement, ça peut être une vidéo, ça peut être un son, c'est des formats quand même qui émergent avec les TikTok, etc., les Instagram et les différents formats qu'on peut voir émerger. Donc pourquoi pas un Google plus visuel demain, c'est quelque chose qui peut être aussi à prendre en considération, et je pense que ces formats-là peuvent être clairement exploités parce que les IA évoluent très vite aussi sur ces éléments qu'on peut générer. Et aussi, la jeunesse est beaucoup axée maintenant sur la vidéo, sur la photo. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et je vois en tout cas plutôt une évolution là-dessus, tout en restant quand même pour les médias assez positifs sur les contenus textes qui sont quand même la base de Google et du référencement aussi. Le texte est quand même primordial et sur lequel je pense qu'ils continueront à générer de l'audience, en tout cas sur les canaux classiques de Google, que sont encore une fois la recherche, Google Actualité et Google Discover. Ouais. Bon, écoute, on suivra ça dans les mois, années à venir, un peu l'évolution de tout ça. Ça risque d'être passionnant et je pense qu'il faudra y être préparé parce que voilà, adapter encore une fois les écosystèmes digitaux. Les médias produisent bien le contenu, mais toute la manière de le valoriser et que ce soit bien lisible et bien distribué restera clé dans les stratégies un peu des médias. La dernière question, un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager, David? Alors, un truc cool, oui. C'est-à-dire qu'en dehors du SEO, j'ai quand même d'autres passions. Même si ça reste cool, mais c'est technique et cool. Ça reste très cool. En fait, pour te dire, je suis un grand fan de guitare. Ouais. Notamment de guitare électrique un petit peu vintage, également de rock, mais le rock un petit peu... Mais joueur aussi? Alors, joueur, je pense que ma femme dira joueur modéré. Voilà, musicien modéré. Voilà, musicien modéré. Mais par contre, une passion pour les guitares. Une passion pour les guitares, pour l'instrument. Il y a un truc assez cool là qui va se dérouler à Londres à la fin du mois de janvier. Pour te dire, je suis également fan de groupes de rock un petit peu anciens, notamment du groupe Dire Straits, donc Sultans of Swing, etc. Et Mark Knopfler, donc le guitariste de Dire Straits, va vendre ses guitares. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est très rare qu'un guitariste, une star du rock, vende ses instruments. Et c'est donc Christie's qui va vendre ses instruments à la fin du mois de janvier à Londres. Et juste pour la beauté en fait des instruments, de comprendre du coup l'historique des chansons et des compositions qu'il a pu faire là-dessus, c'est super intéressant en fait de voir, même si on n'est pas intéressé forcément par la musique ou par la guitare, mais de voir la beauté des instruments qui ont parfois plus de 50 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Et des histoires, j'imagine, pour la plupart. Et des histoires assez phénoménales. C'est assez intéressant. Et donc je recommande de voir ça. Alors ça prend 2 minutes pour voir un petit peu toutes ces belles guitares et voir aussi des estimations. Toujours intéressant si on a un point de vue pécunier par rapport à ça. Ça peut être des bons placements. Je vois là, je te cherchais en même temps. Certaines valent entre 300 et 500 000 livres sterling, donc 400 à 600 000 euros à peu près. Il y en a un peu moins cher, mais on peut faire des bons placements. Tu vas en acheter une? En tout cas, je vais essayer de me déplacer à Londres pour voir ce qui se passe. Après, le portefeuille est un petit peu réduit, mais je vais essayer en tout cas de venir sur place. C'est toujours intéressant de voir ça. Il y a eu 120 guitares. Il y a eu David Gilmour qui l'a fait de Pink Floyd récemment aussi, et tous les fans en fait de rock se sont achetés. Et ils font ça pour la bonne cause. J'imagine qu'ils n'ont pas spécialement besoin d'argent. Ouais, tout à fait. Effectivement. Bah, je sais pas, je dis ça, mais peut-être qu'ils font ça. Alors, juste. Je crois qu'il va reverser 25% ou un tiers des revenus à des associations. Donc c'est toujours intéressant en tout cas de faire ça. Et puis aussi avec l'âge et 120 guitares, même s'il a un très grand appartement, il a besoin de déstocker un petit peu tout ça. J'imagine bien. Eh ben écoute, c'est très cool, effectivement. Bon voyage à Londres pour profiter de ça. Et tu nous diras si t'as acheté une guitare, en tout cas. Merci surtout pour ton temps et cette vulgarisation, ces explications un peu sur le SEO et puis l'avenir du SEO, les SGE. C'était passionnant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant. J'espère que vous aussi. Donc, encore une fois, merci David. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Alors, je l'ai pas précisé en entrée, j'aurais pu le faire, mais Yuka, c'est avec 2 O. Mais bon, donc voilà, vous l'aurez dans le titre de l'épisode et je mettrai un lien, évidemment. Puis après, j'imagine que vous êtes bien référencé. Ça va. On va pas faire toute l'histoire de Yuka, etc. Vous étiez là avant, mais vous, donc c'est bien avec 2 O. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager.
Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.